premier ministre Carney a convoqué une rencontre des premiers ministres des provinces et des territoires et c'était franchement une conversation, une discussion très encourageante. La première ministre Christine Fréchette reste sur son appétit et promet de défendre les intérêts du Québec. J'ai pas eu réponse à mes questions. On se reparle demain et je m'attends à avoir ces clarifications-là. Affaire Noran Redzaï, les accusations contre 11 adolescents suspendus. Il est 22 h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée tout le monde. On en sait un petit peu plus ce soir sur le contenu de l'entente sur laquelle planchent Ottawa et Washington pour venir à bout de la guerre tarifaire. Le premier ministre canadien a rencontré ses homologues des provinces en début de soirée. Le président Trump lui parle d'un bon deal pour les deux pays. Mark Carney d'un accord qui garantit de meilleures conditions dans des secteurs stratégiques. Mais c'est pas tout à fait le son de cloche de la première ministre du Québec. Jean-François, Christine Fréchette trouve qu'il y a encore beaucoup trop de questions sans réponse. Ouais, la rencontre entre Mark Carney et les premiers ministres des provinces et des territoires a duré 1h30 et malgré tout, Christine Fréchette avait encore plusieurs questions lorsqu'elle est sortie de cette réunion. On la sentait vraiment inquiète encore une fois, notamment pour les points qu'elle a déterminés comme étant des lignes rouges pour le Québec, c'est-à-dire la gestion de l'offre et également l'exception culturelle québécoise. Donc, elle va attendre à demain à voir si elle aura plus de réponses à ces questions. Du côté, cependant, du gouvernement du Canada, le ministre Dominique Leblanc, lui, semblait quand même assez content de cette rencontre. On peut les écouter. J'ai pas eu réponse à mes questions. On se reparle demain et je m'attends à avoir ces clarifications-là. Et comme vous savez, la gestion de l'offre doit rester, l'exception culturelle également. Nous, on va travailler à défendre les intérêts économiques du Québec, protéger les travailleurs, protéger les entreprises. Et pour l'instant, je n'ai pas le portrait complet. Donc, je ne peux pas me positionner à savoir est-ce que c'est ce qu'il faut ou pas. C'était franchement une conversation, une discussion très encourageante, très constructive. Bon, c'est pas tout à fait le même message, mais alors on se parle, Jean-François, qu'est-ce qu'on sait de l'entente qui est en préparation? Il y a quelques détails. On a appris notamment de la bouche du premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, que le gouvernement fédéral avait demandé aux provinces de remettre l'alcool américain dans les étagères. Et du côté de Québec, Christine Fréchette a mentionné que ça, c'était une décision qui revenait seulement au Québec. Donc ça, c'est à suivre. Également, du côté de la gestion de l'offre, on n'a pas vraiment de réponse là-dessus. Du côté de Dominique Leblanc, on dit que ça a été assuré que ça allait rester, mais du côté des Américains, on croit que c'est un accès un peu plus facile pour les commerçants, les entrepreneurs américains. Donc, ce sera un dossier à clarifier, notamment demain. Également, bien, on sait que du côté des États-Unis, on a ramené sur la table le projet Keystone XL, projet qui avait été qui était mort et enterré depuis 2021 pour transférer du pétrole via le Nebraska jusqu'au golfe du Mexique. Donc, du côté de Donald Trump, on sent que c'est une des conditions qui pourrait faire partie de cette entente. Alors, M. Trump, lui, aussitôt qu'il peut dire que, on va accroître la production, la disponibilité de pétrole aux États-Unis, même si ça vient du Canada, ça va dans le sens de ses intérêts politiques parce que ça veut dire des prix plus bas et donc ça veut dire des consommateurs et des électeurs plus heureux. Il ne faut pas oublier qu'il avait promis de baisser de moitié les prix de l'essence. Avec la crise dans le détroit d'Ormuz, bien évidemment, il n'a absolument pas atteint cet objectif-là. Donc, le gouvernement Carney tient cette carte politique dans ses mains pour essayer d'amadouer M. Trump. Bon, là, Jean-François, il reste encore du temps pour négocier. 3 jours, en principe, bien en fait, moins de 3 jours maintenant, parce que c'est à samedi minuit que ça doit se décider. On sait également, là, selon plusieurs médias américains, que les tarifs pourraient être réduits, notamment pour l'acier et l'aluminium. Donc ça pourrait peut-être faire plaisir au Québec, mais encore une fois, du côté de Christine Fréchette, là, on sent qu'on a encore beaucoup de questions et on ne sait pas nécessairement à quelle heure demain ils vont se rencontrer pour parler de ces détails. On va suivre ça. Merci beaucoup, Jean-François. Au revoir. Et on poursuit maintenant avec Geneviève Tellier, politologue et professeure à l'École d'études politiques à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, Madame Tellier. Oui, bonsoir, Mme Paradis. Alors, est-ce que vous êtes du même avis que Mme Fréchette, qui est trop tôt, là, finalement, pour crier victoire?
C'est ce qu'elle disait, mais si on écoutait les deux autres premiers ministres qui ont pris la parole aujourd'hui, le Scott Moe de la Saskatchewan, puis M. Hudson de la Nouvelle-Écosse, eux semblaient dire non, on a suffisamment d'informations pour penser qu'on est sur la bonne voie, même s'il manque des détails. Alors, on entend sans doute deux sons de cloche. C'est assez étonnant. On commence à se demander, la fameuse unanimité chez les provinces, ou enfin cet esprit d'équipe Canada dont on parlait tant, est-ce qu'elle va encore être là? Alors, on voit effectivement que le Québec est pas satisfait des réponses. D'autres provinces sont plutôt correctes, sont plutôt d'accord avec ce qu'elles ont entendu. Mais il y a aussi beaucoup de provinces qu'on n'a pas entendues. Je veux dire, Doug Ford s'est pas manifesté ce soir. David Eby de la Colombie-Britannique non plus. Alors, oui, ça, c'est étonnant. Puis on peut se demander, ce front commun là, ou cette entente, cette bonne entente, est-ce qu'elle va vraiment durer là, une fois qu'on va avoir l'accord ou plus de détails avec l'accord? Ouais. À la lueur de ce qu'on sait, du moins pour ce soir, qu'est-ce qui semble bon pour le Canada? Qu'on a un canal de discussion avec Donald Trump, qu'il semble repousser l'échéance d'imposer ces fameux tarifs de 50 % à une foule de produits, quoique on ne sait pas ce qui pourrait arriver par la suite. On sent aussi que M. Carney semble prêt à avoir un accord, tout en disant aux provinces, préparez-vous, c'est une négociation, il faut donner certaines choses en contrepartie. Et ce qui m'a aussi étonné quand j'ai entendu M. Moe puis M. Houston, les deux autres premiers ministres canadiens, c'est que ce qu'ils ont entendu lors de la discussion avec le gouvernement fédéral, c'est que M. Carney, ou enfin le gouvernement fédéral, disait pensez à vous diversifier, pensez à aller regarder d'autres marchés. Alors, ce qui semble se dégager, c'est qu'on va avoir un accord avec les Américains, mais c'est plus un partenaire fiable, puis il va falloir changer notre stratégie commerciale, puis arrêter de trop dépenser ou trop faire affaire avec les Américains, puis aller voir sur d'autres marchés. Maintenant, ça, c'est une chose de le dire. Le faire, c'est beaucoup plus compliqué, mais M. Carney semble vraiment pousser sur ce message-là auprès des premiers ministres provinciaux. Est-ce que c'est un test diplomatique pour M. Carney présentement, entre autres envers les Canadiens? Ouais. Oui, je pense que oui. Jusqu'à présent, il nous a montré qu'il était un rassembleur, qu'il était quelqu'un qui était capable de faire avancer des projets aussi importants. Pensez à Churchill's Falls, qu'on a vu au début de la semaine. Mais là, cette fois-ci, dans toute négociation de commerce international, il y a des gagnants puis il y a des perdants dans notre économie. Et là, on peut se demander, les gagnants puis les perdants, est-ce que ça va se diviser par province? Donc, certaines provinces gagnantes, est-ce qu'on peut penser que ce serait l'Ontario avec l'automobile ou l'Alberta avec l'énergie? D'autres provinces perdantes, comme la Colombie-Britannique avec le bois d'œuvre, le Québec avec l'aluminium ou la gestion de l'offre. La gestion de l'offre semble encore vraiment préoccupée, en tout cas la première ministre Fréchette, là. Oui, effectivement, et elle n'a pas eu de réponse claire, alors que Dominique Leblanc disait on n'y touche pas, ça reste tel quel. Enfin, je ne sais pas si ça reste tel quel. Donc, on a vraiment deux sons de cloche. Puis effectivement, Mme Fréchette qui cherche ses réponses à ces questions, puis que le gouvernement fédéral semble être avare. C'est étonnant qu'il ait convoqué une réunion avec les gouvernements provinciaux territoriaux, alors qu'il y avait si peu d'informations à leur partager. Par contre, ils voulaient peut-être les écouter, puis ils voulaient peut-être un peu les rassurer aussi. Mais pour venir à la question que vous posiez, est-ce que c'est un test diplomatique pour M. Carney? Probablement, oui, ça va être son plus important test. J'ai bien l'impression. En tout cas, c'est pas terminé. On sait qu'il devrait reparler du moins à Mme Fréchette, possiblement à d'autres premiers ministres. On va suivre ça avec attention. Merci beaucoup, Mme Tellier. À la prochaine. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Pour rester sur la scène provinciale maintenant, l'autrice et chroniqueuse Geneviève Peterson sera candidate pour la CAQ dans la circonscription de l'Assomption sur la rive nord de Montréal. Elle va donc tenter de succéder à François Legault, qui est député là-bas depuis 2012. Par ailleurs, l'actuel ministre des Transports, Benoît Charette, a annoncé qu'il quitte la vie politique sur ses réseaux sociaux. Il évoque des raisons familiales. Il a été élu pour la première fois dans Deux-Montagnes sous la bannière péquiste en 2008 avant de joindre la CAQ en 2012. Le Parti conservateur du Québec a dévoilé son programme électoral. Éric Duhaime promet de baisser les impôts et de réduire la taxe de consommation. Le chef conservateur veut geler les embauches dans la fonction publique pour réduire la taille de l'État. Et en santé, le privé serait mis à contribution lors de délais trop longs sans frais pour le patient. Maintenant, à Montréal, un policier a été poignardé et un civil blessé par balle lors d'une intervention dans le quartier Saint-Michel en fin d'après-midi. Ça s'est produit lors d'une vérification suite à une dispute conjugale. La vie du policier n'est pas en danger, mais l'individu blessé, lui, se trouve présentement dans un état grave. Le Bureau des enquêtes indépendantes est chargé de l'enquête. C'est le 3e événement violent dans le secteur dans les derniers jours, dont 2 féminicides.
Affaire Noran Redzaï maintenant, cet adolescent abattu lors d'une opération policière à Longueuil il y a 1 an. Les procédures judiciaires contre les 11 jeunes accusés en juin dernier sont suspendues. Le directeur des poursuites criminelles et pénales indique qu'il y a une question juridique complexe qui a été soulevée suite à l'obtention de nouveaux éléments. On fait le point tout de suite avec l'avocat criminaliste Maître Fernando Belton, qui représente la famille de Noran, mais aussi les 11 adolescents impliqués dans cette affaire. Bonsoir, Maître Belton. Bonsoir, je représente 5 des 11 co-accusés. Parfait, merci beaucoup de la précision. Maintenant, expliquez-nous comment ça se fait que les poursuites soient suspendues. Qu'est-ce qu'on sait de cette question-là complexe qui a été soulevée? Mais je vais vous dire que c'est sûr et certain que ça surprend tout le monde parce qu'on doit se remettre dans le contexte de ce dossier, dans le sens que lors du mois de juin dernier, on se rappelle qu'il y avait une très grande opération policière. Donc d'abord et avant tout, on parle de plusieurs mandats de perquisition qui ont été obtenus, une centaine de policiers qui sont intervenus dans le cadre du dossier, des accusations qui ont été déposées, une conférence de presse du service de police pour qu'aujourd'hui on vienne nous dire que justement le dossier il est suspendu, en sachant très bien que le dossier avait été autorisé par le directeur des poursuites criminelles et pénales. C'est quand même assez particulier dans le sens que généralement les policiers soumettent un dossier d'enquête et le DPCP autorise par la suite. Mais dans le cas des 11 co-accusés, le dossier avait déjà été autorisé. Donc aujourd'hui, à la question, à savoir quelle est cette question juridique complexe, j'ai posé la question moi personnellement au ministère public, j'ai pas eu de réponse. Tout ce qu'on sait, c'est que le dossier il est suspendu jusqu'à nouvel ordre et il y a des délais légaux qui devront être respectés en lien avec la suite du dossier. Ouais, donc, vous dites, quand on parle de délais légaux, c'est que le DPCP a toute une année pour décider si les procédures doivent aller de l'avant ou pas. Est-ce que c'est ça? C'est exact avec une certaine nuance. C'est-à-dire que les 11 co-accusés font l'objet de 7 chefs d'accusation. 3 de ces chefs sont pris par voie sommaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a un délai de prescription pour 3 de ces chefs. Et le délai de prescription, c'est d'1 an. Donc, 1 an à partir de la date de la commission d'infraction qui est alléguée. En d'autres mots, ça veut dire qu'à partir du 21 septembre 2026, ces accusations-là seront prescrites. Donc, la décision du ministère public doit venir beaucoup plus rapidement qu'à l'intérieur de l'année complète qu'elle a pour le reste des accusations. Voilà. Bon, vous m'avez dit que ça a été accueilli avec surprise. J'imagine aussi peut-être avec un peu de soulagement? Je vous dirais qu'il y a plus de questions que de soulagement parce que vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a une épée de Damoclès sur la tête de mes clients dans le sens que le pire là-dedans, c'est le fait de ne pas savoir. Et je vous dirais, c'est une constante qui guide l'entièreté de ce dossier. Les parents de Noran Redzaï ne savent pas pourquoi leur fils est mort. On n'a pas accès à la preuve que le BUI a recueillie. Le ministère public ne nous a pas communiqué d'informations de preuve malgré que ça a été demandé. Donc, à chacune des étapes, même dans le cas de la poursuite civile, à ce jour, nous n'avons pas le nom des policiers qui ont été impliqués. Donc, on n'a aucune information depuis presque 1 année. Et je vous dirais que c'est ça la chose la plus difficile jusqu'à maintenant. Alors, on va continuer de suivre ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Maître Belton. Merci, bonne journée. On est à quelques jours du début des classes et il manque toujours 3000 enseignants partout dans la province. Et voilà que la Fédération autonome de l'enseignement révèle que plus de 16 des enseignants songent à quitter le réseau. À la veille de la campagne électorale, les intervenants demandent d'en faire plus pour l'éducation. Lily Mercure. Une consultation de la Fédération autonome de l'enseignement menée auprès de 2400 enseignants révèle que les professionnels du milieu de l'éducation souhaitent surtout un allègement de la charge de travail. Les grands besoins des élèves, avec le manque de ressources, fait que les enseignants pallient à ces besoins-là et c'est là qu'ils s'épuisent. La consultation révèle aussi que 16 des enseignants ne pensaient probablement pas rester dans le domaine de l'éducation ou étaient indécis. On manque de ressources, donc ça a un impact sur ma tâche s'alourdit et là, je n'y arrive plus. Je n'arrive plus à faire ce pourquoi je suis venue en enseignement
être là pour les élèves. On intègre de plus en plus de personnel qui n'est pas qualifié ou qui n'est pas totalement qualifié. Et ça, c'est du personnel qui a besoin de soutien. Souvent, on n'arrive pas à gérer la classe, on ne connaît pas le programme, on ne connaît pas les modes d'évaluation. Donc ça nous prend du temps de plus. Et la grande surprise, c'est qu'on voit des gens, comme il a été dit, qui ont 5, 10, 15, 20 ans d'expérience qui nous quittent maintenant, autant comme enseignants que comme direction, là. Donc ça, c'est très surprenant et c'est très inquiétant. Cette consultation est dévoilée alors qu'il reste plus de 3000 postes d'enseignants à pourvoir au Québec d'ici la rentrée scolaire. Les gens qui l'ont déjà vécu ou qui sont dans des écoles qui ont déjà vécu ce genre de problème-là peuvent avoir une certaine anxiété par rapport à ça. Et puis, naturellement, quand le parent est anxieux, quand le parent est craintif, ben l'enfant le ressent aussi, hein, parce que ça peut ça. En 2026, il nous manque 3,5 % d'enseignants. L'année passée, c'était 4,5 % et l'année d'avant, c'était 6 %. Donc, on peut probablement dire qu'en ce qui concerne le nombre de postes qui nous manquent, là, il y a une amélioration là, depuis 3 ans. C'est dans d'autres secteurs de l'éducation où là, il y a vraiment des problèmes. Il y a 12 % de postes d'orthophonistes de libre, 11 % de postes de psychologues, 10 % de postes de psychoéducateurs. Donc, il y a un lien avec le sondage, d'ailleurs. Présentement, les postes, si on regardait juste la proportion des postes inoccupés, c'est beaucoup au niveau des professionnels davantage que chez les enseignants en termes de pourcentage. Et à quelques jours du déclenchement de la campagne électorale provinciale, les partis politiques marquent leur intention en éducation. Il faut absolument protéger les budgets en éducation puis les bonifier parce que ce qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'un des facteurs qui est crucial pour retenir des enseignantes, c'est avoir les services pour les élèves. Nous, on a promis que dans les 100 premiers jours d'un gouvernement libéral, on lancerait des États généraux en éducation. On le sait puis on l'a mentionné au cours des dernières années. Pour nous, on ne peut pas être aveugle à l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre. Ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu d'États généraux au Québec. On parle de ce qui est le plus important dans la société québécoise, qui va former nos citoyens et on ne se remet même pas en question. La Fédération autonome de l'enseignement appelle tous les partis politiques à garantir un financement constant en éducation. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info. C'était aussi jour de rentrée dans plusieurs cégeps aujourd'hui. Un retour qui se fait sous le signe de la pression avec des contraintes budgétaires et du manque de ressources. Et ça pourrait bien sûr avoir un impact sur les services aux étudiants. Le reportage de nos collègues à Trois-Rivières, Sherbrooke et Saguenay. C'est sûr que nos budgets, de notre côté, c'est un peu particulier parce que nos budgets ont quand même augmenté, considérant qu'on est financé sur notre nombre d'étudiants, puis nos étudiants sont en croissance. Donc, en effet, on a eu une faible indexation, mais quand même une majoration de l'ensemble des budgets du cégep qui nous ont permis de faire des choix, évidemment, là, puis de continuer à investir. Parce qu'avec une hausse étudiante, c'est très difficile de maintenir, là, par exemple, nos services. Bien, on a un gros enjeu actuellement au niveau du maintien des infrastructures. On sait qu'on a eu des coupures majeures au cours des dernières années. Il y a eu un réinvestissement l'année dernière, mais jamais à la hauteur des budgets que nous avions il y a peut-être 4 ou 5 ans. L'Estrie aussi enregistre une augmentation d'étudiants dans ses établissements d'enseignement de la région. Le cégep de Sherbrooke compte plus de 6100 étudiants et en prévoit 400 de plus l'année prochaine. Alors, il doit trouver rapidement de l'espace supplémentaire pour accueillir tous ces étudiants. Vous connaissez le centre d'activité physique? Oui. C'est ça qui nous manque. À peu près 9000 mètres carrés. On est vraiment tout juste à notre pleine capacité. Donc, on a déjà, avec un partenaire, 5 classes qu'on va pouvoir utiliser à partir de l'an prochain. Mais on travaille aussi avec le ministère parce que... Ça prend du financement. Oui, parce qu'à moyen terme, en 2034, on s'attend à 7700 étudiants. C'est 25 % de plus qu'aujourd'hui. Donc, on va devoir aller chercher des espaces supplémentaires. On a eu 3 ans de coupe au niveau des budgets d'investissement. Là, ça commence à revenir, mais on a encore beaucoup de travaux à faire dans les prochaines années pour juste le maintien des actifs. Là. On est le seul cégep public en Estrie. Ça presse parce que 8 ans, ça vient vite. Une autre réalité touche les cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean alors que l'on recense une baisse des inscriptions pour les étudiants internationaux en raison notamment des mesures en immigration qui restreignent les nouveaux arrivants en sol canadien. Depuis quelques années, on remarque une baisse des étudiants internationaux. C'est sûr que nos 2 paliers de gouvernement ont ajouté diverses mesures, ce qui fait que le Canada ou le Québec est moins attractif pour les étudiants internationaux. Donc, cette année, on s'attend d'avoir une 60aine de nouveaux étudiants versus, par exemple, à peu près 80 l'année dernière. C'est une stabilité dans nos étudiants qui proviennent de l'international, principalement de la France. On a un petit peu moins d'étudiants qui viennent de l'Afrique francophone. On est en train de faire certaines initiatives, certains cégeps regroupés, pour retravailler l'Afrique de façon un petit peu plus
intensive, massive. Pour la plupart des cégeps de la région, la rentrée se faisait ce mercredi, mais du côté de Chicoutimi, ce sera le 24 août prochain. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard. À Trois-Rivières, William Gem. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux. Pour Nouveau Info. Parlons sport maintenant. C'est une soirée importante pour le CF Montréal. La nouvelle vedette Alexis Sanchez qui jouait son premier match avec sa nouvelle équipe. J'en parle avec notre collaborateur Victor Henriquez, expert en relations publiques et gestion de crise, mais aussi grand fan de soccer. Bonsoir, Victor. Bonsoir, Marie-Claude. Là, on te sort de tes vacances pour nous parler de ce match que j'imagine que tu as regardé avec beaucoup d'attention. Donc, victoire du CF contre le Crew de Columbus. 19 minutes sur le terrain de la nouvelle vedette. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? Ben, c'est ce qu'on pouvait s'attendre, mais c'est d'abord une victoire extrêmement importante pour l'équipe de Montréal, Marie-Claude, qui revient dans cette zone où est-ce qu'il peut penser avoir accès aux séries avec 14 matchs à faire. Donc, c'était un match extrêmement important pour l'équipe. Et oui, c'est aussi le début de l'ère Sanchez d'une certaine façon, parce que on l'a vu faire ses premiers pas avec l'équipe dans une position où est-ce que justement l'équipe venait de prendre les devants. Alors, une position confortable aussi pour prendre ses aises. Et c'est sûr qu'il découvre la MLS, donc il faudra lui laisser un temps d'adaptation, mais ce sera intéressant de voir combien de temps il jouera lors du prochain match samedi d'ailleurs. Ouais. Selon toi, à quel point il peut avoir un impact positif sur l'équipe? Ben, on voyait déjà l'impact qu'il pouvait avoir sur l'équipe au niveau des joueurs, parce que ce genre de joueur-là, non seulement peut avoir un impact direct sur les résultats, mais aussi l'influence qu'il peut avoir sur les jeunes joueurs, sur la façon de positionner une équipe. Alexis Sanchez, c'est un joueur qui a joué dans les meilleures équipes du monde et qui a joué à un très haut niveau dans les 18 dernières années. Donc, il aura certainement un effet sur ses coéquipiers, mais aussi sur le jeu du CF Montréal. Puis il faudra voir maintenant s'il est capable de s'adapter assez rapidement à la Ligue pour aussi avoir des résultats au niveau des compteurs. J'ai envie de dire, Victor, aussi un effet sur les fans de soccer comme toi. On peut d'ailleurs voir des photos où on te voit avec toi, avec tes enfants. Justement, pour ceux qui aiment aller voir, qui sont amateurs de soccer, c'est une bonne prise? C'est une prise extraordinaire parce que justement à Montréal, on réclame depuis un bon moment ce genre de vedette-là. Puis bien entendu, pour moi qui suis d'origine chilienne, c'est encore plus important. Je disais à un ami, c'est comme si un Québécois qui habitait en Suède dans le temps aurait eu Guy Lafleur qui signait dans l'équipe locale. Alors c'est sûr que c'est un message extrêmement fort pour les partisans, c'est un message fort pour la communauté et c'est un message à travers la Ligue aussi parce qu'il fait partie de ces grands joueurs qui choisissent la MLS pour venir vivre les dernières années de leur carrière. Merci beaucoup, Victor. On te laisse retourner à tes vacances. Bye-bye. La chapelle ardente en hommage à Oliver Jones est tenue aujourd'hui à l'Hôtel de Ville de Montréal et une cérémonie funéraire publique aura lieu demain en mémoire du célèbre pianiste de jazz qui s'est éteint à l'âge de 91 ans. Alors voilà, c'est complet pour ce soir. Demain, bien sûr, on suit les négociations entre Washington et Ottawa. Bonne nuit tout le monde.